C'est une scène encore jamais vue en politique. Un ministre de l'Intérieur en soutien à des policiers qui manifestent contre le gouvernement. Les policiers, cet après-midi, devant l'Assemblée nationale à Paris, ils étaient près de 35 000 selon les syndicats. Manifestation qui n'était pas une marche blanche citoyenne en mémoire des policiers tués, mais bien plutôt une tribune de revendication animée par des syndicats de police. Pour réclamer plus de sévérité de la part de la justice, Éric Dupond-Moretti a été hué, un rassemblement très politisé avec la présence de nombreux élus. Une manifestation contestant la justice devant l'Assemblée nationale. Le problème de la police, c'est la justice! Postures et revendications d'extrême droite, en présence du ministre de l'Intérieur, de représentants de partis et de personnalités de droite et d'extrême droite, et aussi des représentants de partis de gauche, et candidats ou potentiels candidats à la présidentielle. Hidalgo, Jadot, Faure, Roussel. Venus faire quoi? On sait pas très bien. Soutenir les policiers? Montrer qu'ils sont pas laxistes sur les questions de sécurité? Valider l'emballement sécuritaire du pouvoir, des syndicats de police et de l'extrême droite? Seule absence dans le rassemblement, très critique sur les violences policières, la France insoumise. Même après les tentatives d'explication des personnalités de gauche, on ne peut que s'interroger sur cette quasi-unanimité, et plus largement sur l'état du paysage politique à un an de la présidentielle. C'est le moment de ressortir le dossier du bloc bourgeois. Et c'est Emmanuel Macron avec 65,1%. Sa stratégie électorale est une réussite. Il observe un double phénomène. À droite, la fraction des classes supérieures qui soutenait le programme néolibéral de Juppé rechigne à voter Fillon. Et à gauche, une fraction des classes supérieures veut poursuivre la ligne néolibérale de Hollande. C'est la formation du bloc bourgeois, et c'est sur cette vague que Macron a l'idée de surfer. Autour des classes privilégiées, cadres sup, dirigeants d'entreprise, très minoritaires mais directement favorisés par son programme, Macron attire dans un bloc bourgeois une partie des classes moyennes séduites par le deal qu'il leur propose. Flexibiliser le marché du travail, moderniser le capitalisme français, pour favoriser leur ascension sociale par le mérite individuel. J'emprunte l'expression bloc bourgeois aux économistes Bruno Amable et Stefano Palambarini, comme je l'ai déjà expliqué dans cet épisode l'an dernier. Je vous conseille vraiment de le regarder. Alors qu'historiquement les blocs de gauche et de droite faisaient chacun coexister des classes supérieures et populaires, le bloc bourgeois se détache complètement des classes populaires. Si bien que dès les premières mesures du quinquennat Macron, ça pète. Tout ce qui n'est pas classe privilégiée se soulève, et cette colère va culminer au moment des Gilets jaunes. Cette coalition de classes populaires ne trouvait ni à gauche ni à droite la représentation politique en mesure de défendre ses intérêts. On a alors cru qu'on assistait à la naissance d'un bloc populaire en miroir du bloc bourgeois. Comment Macron a fait pour résoudre ce problème? Il a mis la poussière sous le tapis en réprimant durement le mouvement social, et fait diversion avec de la com. Mais cet épisode lui a aussi fait comprendre la fragilité de son bloc bourgeois. Parce qu'il est impossible de gouverner durablement le pays en ayant contre soi l'ensemble des classes populaires, mais aussi parce qu'en interne, son bloc présente des fissures. Si sa politique répond bien aux attentes des classes privilégiées, elle fragilise les classes moyennes en faisant baisser leur pouvoir d'achat. C'est un phénomène bien connu, les réformes néolibérales finissent toujours par désavantager les salariés dans les négociations salariales. Celles et ceux qui avaient adhéré au projet et cru aux promesses de la Startup Nation se sentent lésés et commencent à se demander si leur place est bien au sein du bloc bourgeois. Il se passe ce qu'avaient prévu Amable et Palambarini, et c'est pour ça qu'ils avaient appelé leur livre « L'illusion du bloc bourgeois ». Pour eux, un bloc est une alliance entre des groupes sociaux qui ont des demandes hétérogènes, mais qu'un programme politique peut parvenir à faire tenir ensemble. Quand les demandes sont trop contradictoires, le bloc ne peut pas tenir. Macron le comprend, il change donc de stratégie, cap à droite. Il garde le volet néolibéral, mais il ajoute des thèmes qui parlent beaucoup plus à la droite traditionnelle. La sécurité extérieure et intérieure, l'antiterrorisme, l'ordre républicain, tout ça, c'était pas très audible dans sa bouche. Pour faire baisser la tension avec une partie des classes populaires, pour attirer à lui les retraités et chasser directement sur les terres des républicains. Et ça marche. On le voit aussi aux élections européennes, la droite bascule sur LREM. On dirait bien qu'il cherche à devenir le leader non plus d'un bloc bourgeois, mais d'un bloc de droite. Il y a une droite, je le redis,
dans le calme, mais avec une fermeté de conviction absolue qui n'est pas à vendre. Du coup, si Macron va chasser sur les terres de la droite, qui va récupérer ce qui reste du bloc bourgeois? Autrement dit, un autre Macron est-il possible? Voyons voir, quelqu'un qui serait capable de capter les déçus du macronisme. Quelqu'un qui pourrait être la version 2022 du Macron de 2017, c'est-à-dire économiquement néolibéral, mais politiquement libéral. Et je crois que tout le monde attendait cela, vraiment. Ah bah oui, quoi de mieux que le PS pour produire un autre Macron? Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas refaire le coup du Macron de 2017, parce que même s'ils sont bien néolibéraux au plan économique, ils ont épousé les positions sécuritaires identitaires du Macron de 2022. Le ministre de l'Intérieur confirmait sa volonté d'obliger les télévisions et réseaux sociaux à ne pas diffuser les images des visages de policiers et gendarmes, de les flouter. Vous êtes favorable à cette mesure ou pas? Vous la voteriez si vous étiez député? Je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment réfléchi, travaillé dessus, mais je pense qu'il faut bien sûr faire protéger aussi nos policiers. C'est pas pour rien. Donc vous la voteriez? Jadot alors? Il y a un espace politique, du coup, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui ira chercher, vous verrez, des personnes d'horizon politisés ou non politisés, parce que justement, des personnes qui font 1m90, qui ont bientôt 50 ans et qui étaient anciens directeurs de campagne de Greenpeace. Sa base électorale est écartelée. Une partie des électeurs Europe Écologie Les Verts est macrono-compatible, alors qu'une autre se sent plus proche de la France insoumise que de LREM, donc refusera catégoriquement de se faire embrigader dans un nouveau bloc bourgeois. Et pour tenir ce numéro d'équilibriste, pas sûr que la langue de bois suffise. Qui peut se satisfaire aujourd'hui d'un pays qui souffre, d'un pays qui est dans la mélancolie et d'un pays qui se complaît à se disputer sur le passé quand on a de si belles pages d'histoire à écrire? La structure de l'électorat écologiste montre bien la difficulté d'une union des gauches. Une partie lorgne vers un nouveau Macron, une autre vers la gauche de gauche. C'est là qu'il faut distinguer le fait de rassembler le plus possible d'électeurs dans une union électorale instable, du fait de former un bloc au sens d'Amable et Palombarini, doté d'une cohérence et capable de s'opposer aux autres blocs. Par exemple, il semble plutôt illusoire de croire qu'on pourrait construire un bloc des déclassés à partir du mouvement des Gilets jaunes, parce que ses composantes sont traversées par des contradictions insurmontables. Il est très difficile de bâtir un programme économique cohérent en voulant à la fois contenter des petits patrons, qui ont des demandes libérales, et des ouvriers et employés en demande de protection sociale. Le Rassemblement national s'y essaye dans le discours, mais son programme économique en est incapable. Demandez-leur ce qu'ils pensent d'augmenter le SMIC et vous verrez. De même, l'option de reconstruire à l'identique le vieux bloc de gauche des années 80 est impossible, puisque la bourgeoisie de gauche est toujours prête à faire défection et à aller rejoindre un nouveau Macron, puisqu'elle cautionne le projet néolibéral et qu'elle reste complaisante avec cet autoritarisme. La vraie gauche sait par contre qu'une réduction des libertés publiques n'est pas seulement un problème démocratique en soi, mais est aussi au service d'une régression sociale, puisqu'elle vient menacer les luttes associatives et syndicales. Il n'y a pas d'un côté la question des libertés publiques et de l'autre celle des droits sociaux, parce que limiter les premières, c'est restreindre la possibilité de défendre les seconds. La 6ème République, la rupture avec les traités européens, le partage des richesses, le partage du temps de travail, la planification écologique, je pense que s'ils avaient le choix entre ça et Emmanuel Macron, je crois qu'ils continueraient à choisir Emmanuel Macron. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas parler d'unité artificielle. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent s'opposer clairement au macronisme sur ces deux fronts. La rupture avec le néolibéralisme et la défense des libertés publiques. Les partis qui cherchent à les organiser sont la France Insoumise ou le Parti communiste. Enfin le PC, quand il défile pas avec Zemmour. On aurait là la base d'un bloc de gauche renouvelé, de gauche populaire, qui se positionnerait en face du nouveau bloc de droite macronien, en réactivant un véritable clivage gauche-droite. Ce bloc de gauche populaire semble être dans une situation à la fois difficile et prometteuse. Difficile parce qu'il se fait bâcher par l'ensemble du spectre politique qui dénonce sa prétendue opposition aux valeurs de la République. Je me demande comment M. Mélenchon arrive à se regarder dans une glace. Alors même que c'est précisément ce bloc de gauche qu'il a défendu mercredi dernier. La République, c'est moi! Difficile aussi parce que son électorat initial n'est pas numériquement gigantesque, avec un socle autour de 13%.
mais projet prometteur parce que c'est la seule alliance sociale cohérente, face à des blocs qui reposent sur des alliances chancelantes. C'est peut-être cette cohérence qui lui permettrait d'amener à lui de plus en plus de soutien. Si on en croit ce sondage IFOP pour l'humanité, son socle programmatique entre en résonance avec des demandes largement présentes dans la société française. On se retrouve dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez partager cette vidéo, ça c'est top, contribuer au développement du média par un don ou en devenant sociaux, et vous pouvez aussi venir me voir sur ma chaîne YouTube personnelle.